Vous écoutez l'Anamnèse, le podcast qui parle de médecine générale de l'AGEF.be. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème sensible mais essentiel, les soins palliatifs. Pour en parler avec nous sommes ravis d'accueillir deux professionnels des soins palliatifs, Madame Christelle Fion, infirmière en soins palliatifs au sein de Pallia Verviers, anciennement connue sous le nom de la plateforme des soins palliatifs de l'Est francophone, et le docteur Mathilde Houbaille, médecin référente de Pallia Verviers. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, on va peut-être faire un portrait grossier des soins palliatifs. Qu'est-ce que c'est, les soins palliatifs ? Donc en fait, il faut savoir que les soins palliatifs s'adressent à toute personne chez qui on a diagnostiqué une maladie incurable, quelle que soit son espérance de vie. Et alors en fait, on parle de soins palliatifs quand on n'est plus dans les soins curatifs, donc c'est-à-dire qu'on ne saura plus guérir la personne. Donc le but, c'est d'accompagner la personne et son entourage, donc de manière globale au niveau physique, psychologique, spirituel, donc pour leur permettre d'avoir la meilleure qualité de vie possible et la meilleure autonomie possible jusqu'à la fin. Généralement, ces soins sont assurés par des soignants de première ligne, médicales et paramédicales, donc médecin traitant, parfois le médecin spécialiste, kiné, infi, logo, et on peut retrouver d'autres intervenants. Et quel est le rôle d'une plateforme comme Pallia Verviers ? Alors, Pallia Verviers, comme Wizard Plateforme en Wallonie, accompagnons des personnes en situation palliative sur le lieu de vie, donc que ce soit domicile, maison de repos, centre pour personnes handicapées ou centre psychiatrique. Donc nous sommes une équipe de deuxième ligne experte en soins palliatifs et nous accompagnons aussi bien le patient, l'entourage ainsi que l'équipe de première ligne qui entoure le patient. Notre intervention est totalement gratuite, donc nous sommes une ASBL agréée et financée par la VIC et par les dons. Et donc nous avons aussi nous avons une convention avec la VIC, donc nous ne pouvons pas tout faire. Donc tout ce qui est acte technique est destiné principalement aux premières lignes. À savoir que Pallia Verviers en fait est divisé en 3 pôles. Donc il y a le pôle équipe soutien, donc qui est composé de 5 infirmières et d'un médecin référent. Une directrice, une secrétaire de direction. Nous avons aussi le pôle coordination, donc la coordination de projet qui est composée de 4 coordinatrices, dont 3 sont psychologues. Et nous avons aussi le pôle des volontaires qui est composé de 20 volontaires, qui sont des personnes, en fait, ce ne sont ni des psychologues ni des infirmières, mais des personnes formées à l'écoute. Et qu'est-ce que Pallia Verviers peut apporter, que ce soit au patient ou à l'entourage ? Déjà, identifier le projet de vie du patient. Ça peut être simplement une écoute, un regard extérieur ou simplement des informations, un soutien émotionnel. Ou parfois, simplement, c'est quand le patient veut rester au domicile et qu'il y a besoin que ce soit aide matérielle ou aide personnelle, on peut alors contacter des services d'aide extérieure comme des coordinatrices pour mettre le projet du patient à cœur. Et qu'existe-t-il en Belgique comme accompagnement palliatif ? Quelle est la plus-value de la deuxième ligne ? Alors, en Belgique, donc, soit le patient est hospitalisé, et donc à ce moment-là, il y a également des équipes mobiles de soins palliatifs à l'hôpital, qui sont aussi des équipes de deuxième ligne. Sur le lieu de vie du patient, alors à ce moment-là, c'est une équipe de soins palliatifs, donc une plateforme, ou alors éventuellement une unité de soins palliatifs comme Moresnet, Hermal ou le Val d'Or. Pourquoi choisir plutôt un endroit qu'un autre ? Soit parce que le lieu de vie n'est plus possible pour le patient, un épuisement de l'entourage ou simplement le choix du patient. Et donc nous formons un réseau et travaillons en collaboration pour la continuité et l'accompagnement du patient. Donc quelle est la plus-value de la deuxième ligne ? Donc déjà nous avons une formation experte en soins palliatifs. Ça peut être tout simplement un regard extérieur, un soutien à l'interdisciplinarité, ou de la disponibilité pour le patient, l'entourage ainsi que l'équipe de première ligne, à savoir qu'il y a une garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les premières lignes. Est-ce que vous avez des critères d'intervention ? Et à quel moment pouvez-vous intervenir auprès d'un patient en soins palliatifs ? Alors, il faut savoir que la plateforme peut intervenir sur le lieu de vie du patient dès qu'il a été identifié comme patient palliatif. Donc, il faut savoir que dans la législation belge, un patient palliatif va être défini selon l'échelle PICT et c'est généralement donc le médecin traitant qui l'identifie palliatif. Pour pouvoir intervenir, il nous faut toujours l'accord du médecin traitant, sauf pour le soutien psychologique où celui-ci n'est pas nécessaire.
Et généralement, aussi bien le patient, l'entourage ou un membre de l'équipe de première ligne, un infirmier ou médecin traitant, peut faire appel à nous. Et alors, petite note, à savoir qu'il existe aussi le statut ou forfait palliatif qui existe en formulaire que le médecin remplit auprès des mutuelles, qui est totalement indépendant de la plateforme. Donc certains médecins pensent à tort qu'une fois ce document rempli, la plateforme est au courant et peut intervenir, mais ce sont bien deux choses complètement indépendantes. Et quels sont les obstacles les plus courants auxquels vous vous confrontez dans votre approche palliative ? Donc, dans notre pratique, ici, on a rencontré donc, différents problèmes ou freins au quotidien. Ici, on va citer les plus fréquents. La première chose qui ressort, c'est principalement donc, des problèmes de communication. Donc, soit on n'arrive pas à joindre un des prestataires donc, de la situation. Parfois, c'est un manque d'information sur la situation aussi. On ne sait pas le traitement ou la maladie. Parfois, on nous appelle pour des patients qui sortent de l'hôpital et rentrent à domicile, mais on n'a pas accès au dossier du patient. Et il y a parfois aussi, de la part des soignants, une certaine réticence à faire appel à la plateforme par une crainte. Donc, soit la peur qu'on les juge un peu sur leur pratique ou qu'on les remplace, ou parfois certaines situations qui ne se sont pas spécialement bien déroulées, sur lesquelles on n'a pas su revenir dessus par la suite. Le deuxième problème que généralement nous on rencontre, c'est le problème de matériel. Donc une personne en soins palliatifs parfois nécessite un matériel spécialisé comme un lit médicalisé, un matelas alternating, et alors parfois on en a besoin en urgence parce que la situation se dégrade. Or, on n'a pas toujours le matériel de stock, surtout qu'on fait appel à des fournisseurs externes, donc parfois il faut une latence de quelques jours avant qu'on puisse les avoir. Et le troisième frein qu'on rencontre, c'est surtout le côté émotionnel. Parce qu'une fois qu'on annonce un diagnostic incurable ou qu'on annonce au patient ou à sa famille le passage en palliatif, ça peut créer une grande détresse émotionnelle chez le patient et sa famille et qui fait que parfois, ils ne sont pas dans un état émotionnel qui prête à la conversation. Ils peuvent être dans le déni, le révolte, la colère. Et alors là, c'est difficile pour nous d'intervenir et de pouvoir mettre des choses en place au domicile. Et comment est-ce que vous abordez toutes les questions d'ordre éthique qui sont liées à la fin de vie et aux soins palliatifs ? Alors, l'avantage de la plateforme donc de Pallia Verviers, c'est qu'on est une équipe pluridisciplinaire et qu'en fait, on a des formations continues et qu'on a beaucoup de lectures donc, qui nous aident à la réflexion. Donc, il faut savoir que les questionnements éthiques peuvent parfois se retrouver à deux niveaux. Donc, ça peut être une réflexion éthique qu'on retrouve en interne, donc nous au sein de l'équipe où on est parfois confronté à certaines difficultés à suivre une situation, ou parfois en externe où c'est un membre de la première ligne ou un patient ou la famille qui nous interpelle sur la situation. Dans ces cas-là, généralement, on propose des réunions en équipe pour pouvoir discuter de la situation et trouver une solution. On peut faire aussi appel à des aides extérieures et ça nous est déjà arrivé d'organiser un comité d'éthique afin de répondre à une situation. Et autre sujet, comment est-ce que la législation influence-t-elle actuellement les soins palliatifs ? Alors, tout comme la première ligne, nous agissons dans un cadre de loi de 2002. Donc, il y a la loi sur les soins palliatifs qui est arrivée peu après la loi des droits du patient, ainsi que la dépénalisation de l'euthanasie. Il y a donc la législation, la convention avec la VIC ou la bonne pratique. Il y a également un site web sur lequel nous appuyons régulièrement, qui est le site palliaguide.be, qui est un site web dédié aux recommandations de bonnes pratiques concernant les symptômes palliatifs. Et maintenant, pour parler un petit peu de la relation entre la médecine générale et les soins palliatifs, j'ai envie de vous poser une question très simple. Quel est le rôle du médecin généraliste dans l'orientation d'un patient vers les soins palliatifs ? Alors, le médecin traitant a vraiment un rôle essentiel dans ce cadre-là parce que c'est vraiment lui qui va permettre de détecter, d'identifier les patients dans sa patientèle qui peuvent justement rentrer dans une situation palliative. Et il faut savoir en fait que plus une situation palliative est identifiée tôt, au mieux le patient va être accompagné. Parce que ça va vraiment permettre au médecin de discuter de tout ce qui est souhait de fin de vie, les déclarations anticipées et autres. Donc c'est vraiment très important qu'on puisse le faire. Et d'autre part, il faut savoir que le patient ne devient pas palliatif du jour au lendemain. Généralement, on a un certain continuum avec les soins curatifs.
Donc par exemple, parfois dès l'annonce d'une maladie incurable, le patient peut déjà d'une certaine manière être accompagné de manière palliative. Et comment est-ce que vous collaborez en tant que plateforme avec les médecins généralistes et les infirmières de première ligne dans la prise en charge des patients palliatifs ? Alors tout d'abord, il faut s'assurer qu'on ait bien l'accord du médecin traitant pour commencer un accompagnement. Sans accord du médecin traitant, malheureusement, nous ne pouvons pas intervenir, sauf pour un soutien psychologique. Donc nous pouvons collaborer, ça peut être simplement des fois pour un soutien technique et ou moral, des informations, des conseils, une concertation sur la gestion de la douleur ou des autres symptômes d'inconfort, avec la concertation et toujours bien sûr l'accord du médecin traitant. Il y a également des formations spécifiques qui se donnent régulièrement par la plateforme. Et nous avons aussi une garde 24 heures sur 24 pour les premières lignes dans des situations aiguës et ou urgentes. Voilà, et comme l'a bien dit ma collègue, ici, la plateforme à aucun moment va venir remplacer le médecin traitant. Donc c'est vraiment lui qui reste responsable de la situation et des prises de décision qui suivent. Et une fois que le fonctionnement de la plateforme a bien été compris, la relation se passe bien. Et comment est-ce qu'on pourrait, selon vous, améliorer cette collaboration ? Moi, je dirais encore plus de diffusion de la culture palliative, car chez les soignants, encore beaucoup ne connaissent pas l'aide que les plateformes peuvent leur apporter. Donc, à savoir qu'à la plateforme, donc, il y a des formations régulières, que ce soit pour les médecins, infirmières, aides-soignantes, gardes malades et autres. On a aussi régulièrement des colloques qui sont organisés à l'attention des médecins traitants et des infirmières. Et ce qui peut freiner, moi je dirais, quand le patient ne souhaite pas nous rencontrer, éventuellement. Voilà, et nous, c'est vrai qu'on insiste beaucoup de pouvoir organiser en fait une réunion avec le médecin traitant, le patient et l'équipe de première ligne au domicile de patient. C'est vrai que c'est vraiment un gain de temps pour nous pour pouvoir améliorer la prise en charge parce qu'on a vraiment une idée des attentes qu'on a vis-à-vis de la plateforme. Maintenant, dans la pratique, c'est souvent le temps qui manque. Les médecins ont une charge de travail qui est de plus en plus importante et c'est difficile pour eux de se libérer pour une telle réunion. Mais parfois, quand nous, on se rend compte que la situation se dégrade à domicile, on a tendance à insister pour cette réunion car c'est vraiment un gain de temps pour la suite de la prise en charge. Et parfois, ce qui peut arriver aussi, c'est que le médecin traitant ne donne pas l'accord pour qu'on puisse suivre la situation palliative et que là, les patients ou parfois l'infirmière souhaiterait avoir notre intervention. Dans ces cas-là, on a toujours une écoute disponible, mais on n'ira pas rencontrer le patient et sa famille. Et que doit faire un médecin généraliste dans la situation où il devrait s'absenter ou s'il ne peut pas être présent en cas d'urgence pour un patient en fin de vie ? Alors, il faut savoir que dans la législation belge, normalement, lorsque le médecin traitant s'engage à suivre un patient en soins palliatifs, il doit quand même s'assurer qu'il y a une permanence médicale 24 heures sur 24. Maintenant, dans la pratique, c'est impossible que le médecin traitant soit disponible 24 heures sur 24 toute l'année, parce qu'on a aussi besoin de prendre des vacances, on a aussi besoin d'avoir notre vie privée sur le côté. Donc nous, au niveau de la plateforme, ce qu'on recommande, c'est que si le médecin doit s'absenter, soit il désigne un remplaçant à qui il va transmettre la situation du patient et à qui il l'explique, soit parfois certains médecins préviennent la garde, comme quoi il y a une situation palliative et ils envoient une petite fiche récapitulative de la situation avec le traitement, ou alors on conseille de pallier à la plupart des éventualités en rédigeant donc des directives anticipées et notamment les protocoles de détresse. Et il faut savoir que la notion d'urgence en soins palliatifs est souvent liée aux symptômes d'inconfort, donc c'est-à-dire soit une douleur aiguë, des stress respiratoires, et que la plupart de celles-ci peuvent être prises en charge en fait vraiment par une concertation en amont avec le médecin, le patient et l'infirmière, où on réévalue régulièrement la situation. On anticipe les protocoles de détresse et comme ça, l'infirmière est bien au courant des différents produits qu'elle peut injecter quand la situation se présente sans devoir justement attendre d'avoir le médecin au bout du fil. Et il faut savoir que c'est important que l'infirmière comprenne et valide le protocole du médecin parce que certaines infirmières ont le droit de refuser d'injecter les médicaments s'ils estiment que ceux-ci ne sont pas adéquats. On a déjà eu le cas qu'une infirmière refusait d'injecter une quantité de morphine qui était beaucoup trop importante au vu de la situation, d'où l'importance vraiment de la concertation et l'anticipation.
Vous venez de parler des gardes, justement. Que doit faire un médecin généraliste ou une infirmière de première ligne lorsqu'il rencontre un patient en soins palliatifs dans le cadre d'une garde ? En ce qui concerne les infirmières de première ligne, doivent déjà s'informer du projet de vie du patient. Est-ce que le patient souhaite rester à son domicile? Est-ce qu'il veut être hospitalisé, aller en unité de soins palliatifs? Si le souhait du patient est de rester sur son lieu de vie, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des anticipations prescrites par le médecin traitant? Est-ce que les produits sont là également? Si tout est en place et été prescrit par le médecin traitant, à ce moment-là, l'infirmière respecte la prescription du médecin traitant pour pouvoir soulager le patient. Si maintenant, malheureusement, il n'y a rien d'anticipé, à ce moment-là, l'infirmière contacte d'abord le médecin traitant et s'il n'est pas joignable, le 1733. Alors, nous, en tant que médecins, quand on est appelé pour un soin palliatif, lorsqu'on est de garde, généralement, la plus grande difficulté, c'est le manque d'informations. Donc, soit le manque d'informations sur la maladie du patient, ou sur son traitement, ou même sur ses souhaits de fin de vie, car on n'a pas toujours effectivement de directives anticipées à domicile. Là, le rôle du médecin, c'est vraiment donc de répondre à la plainte, à la demande pour laquelle le patient appelle lors d'une garde. Donc ça peut être soulager un symptôme aigu, ça peut être aussi réévaluer une situation qui s'est dégradée fortement pendant le week-end et vraiment mettre les choses nécessaires en place jusqu'au retour du médecin traitant début de semaine. Et maintenant, il faut savoir qu'en l'absence de directives anticipées, il n'y a pas toujours de bonnes solutions. Donc le médecin essaye vraiment de faire pour un mieux. On peut toujours effectivement être joignable par téléphone pour un avis, pour un conseil, même si on n'est pas impliqué dans la situation. Parfois, quand c'est fort compliqué à domicile, le médecin peut se retrouver à faire hospitaliser la personne. Maintenant, chaque situation est vraiment unique et on n'a pas vraiment de prise en charge type à proposer. Pensez-vous que les médecins généralistes et les infirmières de première ligne bénéficieraient d'une place plus importante des soins palliatifs dans leur cursus formatif ? Alors, en ce qui concerne les infirmières, je dirais que oui. Donc, elles ont donc quelques heures de cours de soins palliatifs en 3e année d'infirmière. Maintenant, nous donnons à la plateforme cours aux 2e année d'infirmière à l'école d'infirmière de Verviers ainsi qu'à Elmeux, Sainte-Julienne, à Liège, simplement pour expliquer, un petit peu présenter quelle est la plateforme, ce qui est quand même très peu et souvent les élèves sont demandeurs d'approfondir avec des personnes de terrain car le milieu des soins palliatifs est encore peu connu. Et alors, nous, dans nos années de formation, donc pour devenir médecin, donc on a un cours de soins palliatifs qui se donne pendant les masters. Donc c'est une 10aine d'heures de cours où on présente les grandes lignes des soins palliatifs avec les molécules utilisées et autres. Et alors, il faut savoir que lors de nos stages, on a vraiment peu de contact avec le milieu des soins palliatifs parce que la plupart des stages se font en train hospitalier et parfois on rencontre ces situations lorsqu'on fait des stages de médecine générale, donc avec les médecins généralistes. Donc en fait, l'idéal, ce serait peut-être de proposer pour ceux qui sont demandeurs des stages spécifiques soins palliatifs dans des unités justement palliatives ou peut-être avec des médecins qui ont l'habitude d'accompagner ces situations et de proposer aussi peut-être des cours d'approfondissement pour les élèves qui le souhaitent. Et quelles sont les perspectives et les projets futurs de Pallia Verviers ? Donc ici, de manière générale, en fait, les plateformes de soins palliatifs de Wallonie aimeraient bien que d'ici quelques années, toute personne concernée par une situation palliative, en fait, connaisse l'existence des plateformes palliatives et puisse y faire appel. Concernant les institutions, donc on souhaiterait pouvoir créer une cellule palliative au sein de chaque institution qui puisse vraiment être un soutien pour le personnel qui travaille là-bas et également continuer à améliorer les transmissions d'informations qu'on a avec elles. Donc on a déjà des choses qui ont été mises en place et on aimerait bien continuer dans ce sens. D'autre part, on voudrait continuer à sensibiliser et à former aussi bien les professionnels que le grand public sur tout ce qui est les directives anticipées, les ACP, notamment via certains outils qui ont été créés comme le PSPA. Et pour terminer, on aimerait bien pouvoir créer une boîte à outils pour les médecins généralistes pour pouvoir les aider dans tout ce qui est les demandes d'euthanasie qui sont de plus en plus nombreuses ici ces dernières années. Et comment peut-on vous contacter ?
Alors, notre bâtiment se trouve rue de la Mare numéro 4 à Verviers. Maintenant, le plus simple, c'est de nous contacter par téléphone. Donc, en ce qui concerne l'équipe soutien pour l'intervention des infirmières, vous pouvez contacter le 0473 51 74 74. Maintenant, si c'est plutôt au niveau coordination, donc soit pour un soutien psychologique ou pour des demandes de formation, là vous pouvez contacter directement l'équipe de Coordi au 087 23 00 16. Nous avons aussi notre site web, donc www.palliaverviers.be, où chacun peut trouver l'ensemble de formations et autres événements. Et nous avons aussi une page Facebook, donc Pallia Verviers. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à vous. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à nous donner votre avis, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant et en partageant cet épisode autour de vous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de l'Anamnèse. Au revoir.